légère. Regardez la technique employée pour le décollage de ces 27. Il roule, prend de la vitesse et on tire. Et dans quelques secondes, nous serons hors de portée des armes d'épaule. Throughout their display, the manoeuvrability and the performance of this aircraft, the power of the two Rolls-Royce Allison engines, and the authority of the control surfaces. Vous qui êtes habitués des anciens salons du Bourget, des éditions précédentes, vous avez certainement vu en l'air un avion qui ressemblait à celui-ci. Eh bien, il venait de chez Fiat Aviation, et qui présentait il y a quelques années le G222. Il étonnait déjà par ses capacités manœuvrières. Eh bien, regardez ce qu'on peut faire en adoptant au greffant, au G222, les turbines Rolls-Royce Addison de 4700 chevaux empruntées à la dernière édition du C130, le célèbre Hercules, qu'on verra voler dans quelques minutes. Il n'y a pas que les moteurs et les hélices qu'on a emprunté d'ailleurs au Hercules, on a emprunté des éléments du poste de pilotage, ce qu'on appelle maintenant des glass cockpits, puisque les cockpits ont quitté les anciennes pendules qu'il y avait sur les vieux jeux. Regardez ce passage franche, magnifique. Alors on doit tirer un petit peu sur le moteur de gauche pour rétablir l'équilibre.
l'aventure de tous les pilotes de Hornet et de Super Hornet aux différents salons du Bourget, la célèbre boucle carrée. Nous rappelle que le Super Hornet a remplacé le F-14 Tomcat sur le pont des porte-avions américains. After that demonstration of the maneuverability and the power of the FA-18F Hornet, where he showed off the signature of this aircraft, the square loop, Steve Schmidt brings the aircraft back to runway 03. The aircraft powered by two General Electric F414 engines, each of 22,000 pounds of thrust. Maximum operating speed of this aircraft still flying in the world today. Au décollage, notre grise nationale. Construction aéronautique du Nord qui avait confié à Jean Calvi le dessin de ce bimoteur bipoutre. Atlas first appeared at the Paris Air Show in 1951. The design came from the pen of Jean Calvi.
propulsé par deux Eurojet EJ200 3C de 6 tonnes de poussée. Et l'europilote était aujourd'hui le capitaine Alessandro Strip de longue série qui appartient à l'Aeronautica Militare Italiana. The Eurofighter demonstrated today belongs to the Italian Air Force, and it was presented today, as throughout the Paris Air Show, by Captain Alessandro Scavuri. Et puis nous avons parlé de l'entraînement tout court avant d'arriver à l'entraînement avancé, celui qui précède le lâcher en escadron et les missions opérationnelles. 3 cursus qui vont amener le pilote qui ne sait pas voler à un pilote opérationnel. Pour vous, est le trait d'union direct entre le pilote qui va découvrir l'aviation et le pilote qui sera en escadre opérationnelle. Il va donc apprendre ce qu'est l'avion, il va apprendre le pilotage, il va apprendre les missions et il va pouvoir piloter. Pourquoi? Parce que le MAX-346 est doté de commandes de vol électrique et d'un ordinateur qui va restituer les conditions de vol, le domaine de vol de chasseurs beaucoup plus récents, des chasseurs de dernière génération, comme l'Eurofighter que nous venons de voir voler, ou le Rafale, ou des F-18, ou encore des avions de construction russe comme les MiG ou les Sukhoi. Et voilà, le leader vient de l'annoncer, c'est parti pour 15 minutes de frissons et d'émotion.
France décollage de la vitesse d'environ 200 km/h et le leader fournit des indications de vitesse au corps arrière afin de faciliter et d'accélérer le rassemblement de la patrouille. 8 avions évoluent en formation CD. Les fumigènes tricolores descendent dans le ciel un ruban qui a donné son nom à la première partie de cette chorégraphie aérienne. Voilà, le rassemblement est terminé, ils sont en formation dialogue et la formation de base de la patrouille de France. Et aussi des relais d'information à dire pour un premier passage public aux fumées tricolores. Monsieur la patrouille de France 2009. C'est parti pour la première boucle de ce show, suivi d'un grand tour à gauche qui va permettre au leader de se repositionner pour la prochaine figure qu'on appelle le tonneau simultané. La patrouille revient de votre gauche en formation diamant moyen relate pour les tonneaux simultanés. Tous les avions au top du leader vont effectuer en même temps un tonneau. Écoutons les top du leader à la radio. Le commandant Benjamin Superbiel, officier de carrière diplômé de l'école de l'air, il totalise 2100 heures de vol. Avant de rejoindre la patrouille de France, il pilotait des mirages F1CR sur la base de Reims. En losange et la fumée top. Alors regardez bien le charognard qui se situe juste derrière le leader et bien se peine à retrouver pour dessiner la figure qui apparaît devant vos yeux, le losange. Et c'est parti pour un très fort droite. C'est bien le charognard qui s'était laissé reculer et qui va reprendre sa place sur le feu fidèle possible. Vous venez d'entendre pour la première fois à la patrouille de France une voix féminine, la voix de Virginie Guyot, Actos 4, notre première charognarde, qui prendra la place de Benjamin Souberbiel l'année prochaine. Virginie est officier de carrière diplômée de l'école de l'air. Elle totalise 1800 heures de vol. Avant de rejoindre la patrouille, elle pilotait des mirages F1CR en France. Patrouille de retour en virage à droite, face à nous pour une nouvelle combinaison de figures que le leader a baptisée Saturne. Ils sont dans la formation canard.
Tous les pilotes de la batterie de front sont des pilotes de chasse confirmés qui viennent des différentes unités de combat de l'armée de l'air. Ils ont participé à de nombreuses opérations extérieures en Afrique et plus récemment en Afghanistan. Lors de leur France, la patrouille du gouvernement est vaccinée au passage public en canard. Une information, de cette fois-ci. Le leader, le charognard ainsi que les deux extérieurs avancent d'avant par rapport au reste de la patrouille. Information qui est très technique à maintenir pour les pilotes intérieurs. En effet, bien que très éloignés du leader, ils doivent continuer à travailler par rapport à lui et non par rapport au charognard qui se situe juste devant eux. L'intérieur droit est le capitaine Sylvain Coteau, pilote de Mirage 2000 CRDI et ancien présentateur de la patrouille Cartouche Dorée. L'intérieur gauche est le capitaine Paco Wallach, pilote de Jaguar et ancien présentateur de la patrouille Rafamac. Vous voyez les deux solos se faufilent derrière le charognard pour adopter la formation d'art. On fait chez la figure top, la phase préparatoire de la prochaine figure a débuté. La prochaine figure, c'est une des plus techniques du programme qu'on appelle le tonneau barriqué en T. Et les pilotes intérieurs et extérieurs s'avancent pour rouler tous de front et former les côtés qui se dessinent maintenant sous vos yeux. Le capitaine Roger Castan occupe les places d'extérieur. François Breton, pilote de Mirage F1, compte 4000 euros de vol. Et Georges Castan, pilote de Mirage F1 et de Mirage 2000D, totalise 3700 heures de vol. C'est une figure qui nécessite beaucoup d'heures d'entraînement et qui met particulièrement en avant la dextérité des pilotes extérieurs. Mesdames et messieurs, c'était la dernière figure de la présentation de la patrouille de France. Habituellement le show est un petit peu plus long, mais les contraintes d'espace aérien au Bourget sont très importantes et ne nous permettent pas de poursuivre la deuxième partie de ce show que nous appelons la synchro. Nous invitons à venir nous revoir tout au long de la saison sur les différents sites et les différents meetings auxquels nous participons. En tout cas, nous redisons notre plaisir d'avoir été parmi vous aujourd'hui. C'est une première puisque cela faisait très longtemps que la patrouille ne s'était pas produite au Bourget. On espère bien que ça aura lieu à nouveau très bientôt. Merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la patrouille de France au Bourget, vient de dire Thierry Provin. Ça faisait vraiment très longtemps et on espère les revoir bientôt. On espère que c'est un redébut et donc elle se présente maintenant au break. Les avions en formation serrée les uns entre les autres à 1 seconde. Chacun tire, s'en va vers la branche grand arrière et posé. C'était donc la présentation un peu écourtée de la patrouille de France ici au Bourget du Centenaire en 2009. Et après la patrouille de France qui se pose et qui roule, nous allons maintenant faire d'abord rouler ce monument superbe qu'est l'Airbus A380.
Il est là-bas au fond, tout à l'extrémité, à droite. C'était pas mal aussi. Mais on va dire que les deux avaient des tas de points communs. Ils avaient d'abord tous les deux, le Super Constellation et le Concorde avaient des trains d'atterrissage extrêmement longs et relativement filiformes. Ils étaient eux perchés sur des pattes fines. Alors que c'est vrai que les avions modernes, voire l'A380, sont plutôt bien posés sur des trains d'atterrissage complexes, multi-roues, multi-bogies. Au roulage, donc, l'A380, piloté par Jacques Rosé, qui pilote la roulette avant et qui est à main gauche du pilote, en place gauche. On attend la vitesse, on arrive à 95, 100, 105 nœuds. On amène lentement le manche en arrière, le miracle s'accomplit. C'était du voyage aérien. Et la différence est de taille. Le Super Constellation est un avion monstrueusement californien, totalement hollywoodien, conçu à Burbank, à 5 km des studios de la Warner Bros. Par l'équipe de Kelly Johnson, qui est sans doute un des 5 plus grands ingénieurs architectes en avion qui ait jamais vécu. Kelly Johnson était entré chez Lockheed à 25 ans, on lui faisait un compliment, on disait de lui qu'il voyait le vent. Il n'y a qu'à regarder cet avion pour comprendre qu'il n'a pu être dessiné que par quelqu'un qui voyait le vent. C'est pas un avion, c'est de la poésie pure et dure, c'était aussi un objet industriel construit à près de 900 exemplaires, un avion qui a permis le développement du transport aérien au-dessus des océans, traverser l'Atlantique Nord sans escale. Avec le Super G, on pouvait commencer à le faire. C'est ce qu'ont fait par exemple Air France, qui à l'époque avait un service qui s'appelait le Parisien Spécial. Un Super G comme celui-là, qui pouvait contenir jusqu'à 80 et quelques passagers, était ramené à 24 passagers qui avaient des couchettes. On traversait l'Atlantique, on partait de New York en fin d'après-midi, on traversait l'Atlantique de nuit, et lorsqu'on arrivait au petit matin à Orly à l'époque, ceux qui voulaient partir en ville le pouvaient tout de suite, et les limousines que la compagnie mettait à leur disposition les attendaient au pied, évidemment, de l'escabeau. Mais les autres qui voulaient continuer à dormir pouvaient continuer à dormir dans l'avion. On tractait l'avion très cérémonieusement de façon à réveiller personne. On l'amenait jusqu'à un petit bâtiment qui se trouvait à l'écart où il y avait des salles de bain, et donc quand ils se réveillaient, les passagers qui avaient fait la grasse matinée pouvaient descendre, prendre une douche, un bain, se préparer et ensuite prendre à leur tour leur limousine et aller à Paris. Je vous disais, c'est pas tout à fait le transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était du voyage aérien. Ces avions sont réminiscents de Humphrey Bogart, Ava Gardner, Marilyn Monroe, qui promenaient ses problèmes d'un bout à l'autre des États-Unis, de Californie à New York, à bord de constellations et super constellations. Quelle beauté, et merci à Breitling d'avoir pu permettre la conservation en état de vol de ce monument fabuleux. Il n'en reste que 3 dans le monde qui volent, parce que faire voler un machin comme ça, c'est vraiment un acte de foi. The sound of 4 18-cylinder turbo combat Wright engines, the 3,250 horsepower, probably the most complicated piston engine ever produced, to be succeeded later by turbine power. These endowed the Super Constellation with a maximum cruising speed of 243 knots, an endurance of 14 hours, and it carried 36 passengers to Paris. Le train
train est sorti, les volets baissés, on ramène l'admission des moteurs vers une valeur plus faible, 28 pouces, 29 pouces. Les tours sont de nouveau ramenés à plein petit pas, on a de nouveau 2300 tours à peu près dans les hélices. Le train est sorti verrouillé, on a les indications de verrouillage et avec les commandes de vol de cet avion qui sont relativement douces malgré sa taille. C'est un avion avec des commandes de vol boostées, enfin on appellerait ça la direction assistée en termes automobiles. Eh bien, on fait ce passage en configuration d'atterrissage, on vire vers la droite et on va venir se présenter pour se poser face au vent. On ne va pas risquer des monuments comme ça, risquer de se compliquer la vie avec du vent de travers, puisqu'il y a une des pistes du Bourget qui fait face au vent, la 25. On va mettre le support. Se compose de messieurs Jacques Rosé, commandant de bord, Guy Magrin et Jean-Michel Roy, pilote, Gérard Desbois et Mathieu Roosevelt et Fernando Alonso, qui sont ingénieurs d'essai en vol. Et tous les 6 désirent que Aurore, qui vit aujourd'hui son dernier salon du Bourget, en même temps que son anniversaire, que Aurore sache que ce vol est pour elle. Le géant qui murmure. 560 tonnes au décollage. On peut mettre jusqu'à 835 passagers dedans. Et pourtant, à l'intérieur du volume torturé de présentation du salon du Bourget, qui est limité par Roissy-Charles de Gaulle d'un côté, le survol d'agglomération comme Gilly de l'autre, c'est pas facile de faire tenir un avion là-dedans. Et bien, pourtant, ce géant-là se guide du bout des doigts avec son aérodynamique assez phénoménale. On voit d'ailleurs sur certaines images en gros plan le bord de fuite de l'avion qui danse de partout. Et ces commandes de vol électriques, ben finalement, c'est pas que ça soit vraiment facile, mais c'est pas si compliqué qu'il y paraît. Un avion qui change complètement les proportions du transport aérien. Un avion qui peut faire le tour du monde avec simplement 2 escales intermédiaires et sa charge complète de passagers. Un avion qui en vol lent, comme maintenant, peut descendre à 220-230 km/h environ, et imperturbable, peut continuer sur trajectoire. Après, vous allez voir cette spirale ascendante à gauche, qui est fascinante. Elle s'achève par un accent circonflexe durant lequel le train est sorti et on revient vers la piste. Quelle beauté! The A380 powered by 4 engine allowance or Rolls-Royce engines, which developing 68,000 pounds of thrust, maximum takeoff weight over 1 million pounds, 1,240,000 pounds. And we see the aircraft climb towards the end of its display and nose over.
the carriage comes down, the flaps are selected, and Jacques Rosé and Guy Magrin was demonstrating the aircraft today, bringing it back to the airfield. Jacques Rosé, the chief test pilot in charge of the aircraft, and over the week of the show, he's been supported by Guy Magrin, Jean-Marie Gras, Gérard Dubois, the private engineer, Mathieu Roosevelt, and Fernando Alonso, the flight engineers. And this team wish to have dedicated this flight to Aurore Ray, the lady who has, over the years, looked after the logistics for all the Airbus test pilot team. And this show, the 100th anniversary Paris Air Show, is Aurore's last Paris Air Show. So coming back to the field, the A380, capable of carrying 525 passengers over distances up to 8,000 nautical miles. In the three-class configuration, the aircraft is certified to carry up to 837 passengers in a high-density configuration. 106 firm orders have been received, 15 already in service. We saw one of these 15 early this afternoon. It belongs to Singapore Airlines as it flew on its regular service from Paris Charles de Gaulle to Singapore. The aircraft is also in service with Qantas in Australia and with Emirates Airlines. On arrondit et on pose avec un petit peu de palonnier à gauche parce qu'il y a un petit peu de vent. On met bien l'avion dans l'axe et pile sur l'axe. Et là, j'ai l'impression que les hommes vont se replier tellement tout ça descend à la là. On a un service depuis maintenant un moment sur plusieurs compagnies dont Qantas, Emirates et Singapore Airlines et vont entrer en service à Air France dans la stratosphère. Prenez votre ticket. This particular aircraft, to ride in a jet, you can go for a ride in this aircraft. Ça pourrait être vous en place arrière. L'aviation à la Suisse recèle des fois des perles de poésie, même technique. Dans tous les avions du monde, il y a un cadran qui s'appelle la bille-aiguille, qui sert à stabiliser la trajectoire en virage et à égaliser, enfin à faire des beaux virages. Et bien en Suisse, ça s'appelle pas une bille-aiguille, ça s'appelle un tourne-penche. Et c'est même écrit sur le cadran. Cet avion est absolument super. Depuis neuf, il a juste 1500 heures de vol. Un passage train-sortie avec un petit tonneau. Ça nous rappelle Tanguy et la Verdure. Et donc Thierry Gutschmann revient vers la vente arrière pour la piste 25, cette piste qui est sur notre droite.
ce jour, 82 Rafales ont été commandés par l'armée de l'air, des monoplaces et des biplaces. Les biplaces, il y en a 38 et 44 monoplaces, ainsi que beaucoup de monoplaces destinés à la Marine nationale. Ceux-là donc sont stationnés sur la base de l'Andivision. L'armée de l'air française utilise régulièrement ces Rafales à partir de la base de Saint-Dizier, mais elle les déploie généralement en théâtre d'opération extérieure, comme c'est le cas avec ces avions qui reviennent de Kandahar après 4 mois de détachement. Ils ont effectué 230 missions opérationnelles représentant un total de 800 heures de vol. Captain Cedric Rouet bringing the French Air Force Rafale C from Dassault Aviation back to runway 03 at the Bourget. 120 of these machines have been ordered by the French Army, the Air Force and the French Navy. Passager qui a commencé à voler en 1936 et qui est responsable de la naissance du transport aérien. Parce qu'avec cet avion, un exemple, un beau jour, les compagnies d'assurance ont même accepté d'assurer les passagers aériens. Et ça a été à cause de la sécurité amenée par le DC-3. Ça, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et le DC-3 a enfilé un uniforme. Il a été fabriqué à plus de 10 000 exemplaires chez Douglas, à Long Beach et Santa Monica, au long de la plage. Si vous allez à Los Angeles aujourd'hui, si c'est nous qui payons l'apéritif, parce que votre avion est si bien étudié, si bien construit qu'il est impossible de lui affecter, à partir du moment où il est normalement entretenu, on ne peut pas lui affecter une limite de durée de vie. Autrement dit, cet avion est le seul avion du monde qui a été reconnu comme étant potentiellement éternel. Pour le reste, tous ceux qui ont volé sur DC-3, et j'en fais partie, savent que c'est un avion aussi délicieux à faire voler qu'il est beau, aussi majestueux à faire voler qu'il en a l'air. Became famous also in World War II as the Dakota or the C-47 Skytrain transport aircraft. Extensively used throughout the world. General Eisenhower described this aircraft as being one of the most important elements in the Allied victory. It's powered by 2 Wright Cyclone engines, each developing 1,200 horsepower. But what's more important was its ability to carry troops and equipment over
long distances as far as 800 nautical miles. 10,600 of these machines were produced in the United States, and in addition 4,900 were produced in the Soviet Union under the on license built by Lusanov as the ally. A few are like this particular machine, still in the hands of collectors and are used for the pleasure of airshow crowds. This particular machine is flown today by Georges Perel and Jacques Bastet. Ce DC-3 immatriculé aux États-Unis réside en France à La Ferté-Alais et il est piloté pour nous aujourd'hui par Georges Perez, que l'on a déjà vu voler cet après-midi. Georges qui est donc un pilote américain mais basé en France, qui habite en France, est marié avec une hôtesse de l'air d'Air France, et bonne raison. Et son copilote, c'est Porco Rosso Bastet. Jacques Bastet, un personnage étonnant. À tous les deux, ils ont à peu près 12 milliards de vols. Ce sont des petits jeunes. Le DC-3, c'est un avion particulier à faire voler. Il faut avoir la main. C'est un avion relativement souple. Souple au niveau de sa structure. La voilure du DC-3 est une voilure qui absorbe un peu, comme les suspensions des voitures américaines, qui absorbe un peu la turbulence et qui est donc souple si on est un peu trop ferme avec le volant de l'avion et qu'on veut braquer les ailerons un peu contre nature, et ben c'est l'aile qui va se twister un peu. C'est un avion qui allait se chercher des DC-3 qui étaient alignés sur des aérodromes dans l'Arizona, là où le temps est sec et où il n'y a pas de corrosion. Ces avions étaient rangés par centaines littéralement. Et c'est ainsi par exemple qu'une équipe de gens d'Air France s'était pointée fin 45 avec un bon pour 24 DC-3 signé par l'attaché commercial de l'ambassade des États-Unis à Paris. Et qu'après quelques semaines de dur labeur, ils ont ramené ces avions qui ont constitué l'épine dorsale de la flotte Renaissance de cette compagnie nationale, juste après la fin de la guerre.
slow speed flyby. The famous shape now, the F-16 Fighting Falcon, flown for us today by Troy Pennington. Times before. Down, and Troy Pennington brings the Lockheed F-16C Fighting Falcon back to the runway here. 4,800 F-16s have been delivered and are operated by more than 25 customers around the world. This, the latest version of the F-16, is powered by a single GE 100-129 engine, developing 30,000 pounds of thrust. The aircraft has a maximum takeoff weight of 42,000 pounds, and it is fitted with an internal General Dynamics